Le Kremlin vacille. La tentative de coup d'État orchestrée par Prigojine et sa compagnie de mercenaires a durablement entamé le capital crédibilité de Poutine. On savait que son armée rencontrait de grosses difficultés et que l'économie russe était fragilisée par les sanctions occidentales, mais c'était la première fois qu'on voyait la mainmise de Poutine et de ses sbires sur le pouvoir remise en question. Il est passé d'une image de président fort, presque d'un néo-tsar, à celle d'un leader affaibli et contesté. La guerre ne se passe pas comme prévu. Les morts se comptent par dizaines de milliers et maintenant, même des seigneurs de guerre osent défier le Kremlin. Soyons honnêtes, il y a 2 ans, ce scénario nous aurait paru très improbable. Mais quand on se lance dans pareille entreprise comme la guerre en Ukraine, on a intérêt à la gagner. Mais en cas de défaite ou même de match nul, faudra désigner des responsables. Et le premier d'entre eux, dans le cas présent, ce sera Poutine lui-même. C'est pour ça qu'on vous avait présenté dans cette vidéo en haut à droite les similitudes entre la chute du tsar Nikolai II de la famille des Romanov, la révolution bolchevique en 1917 et la chute de Poutine qui commence à se profiler. Mais dans cette vidéo, on vous avait aussi parlé d'une autre révolution antérieure à la révolution bolchevique de seulement quelques mois, une révolution libérale. Lorsque celle-ci éclate en février 1917, le tsar tente de la réprimer par la force, mais les garnisons militaires de Saint-Pétersbourg se rebellent et désobéissent aux ordres. Une semaine plus tard, Nikolai II abdique. Alors bon, la milice Wagner, c'est pas l'armée et Poutine n'a pas abdiqué, ou pas encore. Mais il y a quand même des parallèles. Et si vous trouvez qu'on pousse la comparaison un peu loin, eh ben c'est pas nous qui le disons, mais Poutine en personne. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. И именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге tragédie гражданской войны. Si le sujet vous intéresse, allez regarder la vidéo. Elle étudie la remise en question de la gouvernance russe sous un angle nouveau. On teste le lien dans la description. En tout cas, pour l'heure, il y a déjà eu une première insurrection armée. Certes, Prigojine n'a pas réussi à renverser Poutine. Il sauve la face en disant que ça n'a jamais été l'objectif. On ignore encore s'il a d'autres buts en tête. Pour l'instant, il a trouvé refuge en Biélorussie et les conséquences de son geste ne sont pas encore claires. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner. On sortira très rapidement une vidéo sur la présence de Prigojine en Biélorussie et en Afrique. Donc Prigojine, son acte de rébellion n'est pas passé inaperçu. Il a défrayé la chronique dans le monde entier et surtout, il a bien écorné l'image du dictateur tout-puissant que Poutine avait cultivé durant des années. Bref, forcément, on se pose quelques questions. Si Poutine tombe, à quoi va ressembler la Russie après lui? Qui sera celui qui occupera son trône? Le coup raté de Wagner a-t-il réellement fragilisé Poutine? On va tout te dire dans cette vidéo et on va commencer par un fait historique beaucoup plus récent que la révolution de février 1917. La chute de l'Empire rouge. L'histoire contemporaine de la Russie ne se caractérise pas spécialement par le calme. Complot, empoisonnement, assassinat, trahison, coup d'état, c'est Game of Thrones mais en mieux. Gossip Girls, voilà. De l'exil forcé de Trotsky par Staline à la désintégration de l'URSS sous Gorbatchev, en passant par le limogeage de Khrouchtchev par Léonid Brejnev. Et encore, j'ai dû raccourcir, sinon on y serait encore jusqu'à demain matin. Bref, revenons à Gorbatchev. En 91, l'URSS traverse une crise. Une de plus, diront certains, mais celle-ci, elle est différente. Le communisme soviétique est à bout de souffle. Pour relancer la fédération, Mikhail Gorbatchev fait passer une série de réformes. La perestroïka, qui inclut un volet économique et une ouverture politique pour plus de transparence. C'est la glasnost. Or, toutes ces nouvelles mesures remettent en question l'essence même du modèle soviétique, ce qui a évidemment suscité la controverse. Parmi les détracteurs de la glasnost, on comptait plein de membres du parti communiste, de l'armée et des services de renseignement, qui voyaient en cette réforme une trahison des valeurs soviétiques. En plus, le pays était en train de traverser une crise économique, ce qui n'arrangeait pas vraiment la popularité de Gorbatchev.
Face au délitement de l'appareil d'État et à l'affaiblissement du pouvoir, un groupe composé entre autres du vice-président de l'URSS, du Premier ministre, des ministres de l'Intérieur, de la Défense et du directeur du KGB forme le comité d'État sur l'état d'urgence et tente de renverser Gorbatchev pour faire annuler ses réformes. Et même si le gang des 8, comme ils ont fini par être surnommés, pouvait compter sur un soutien important au sein de l'État, il a quand même échoué, notamment grâce au président de la Russie en personne, Boris Eltsine. Ce dernier a joué un rôle capital et surtout très symbolique en montant sur un char et en appelant à la résistance civile. L'armée a fait défection et s'est rangée du côté des moscovites, obtenant la fin du putsch au bout de seulement 3 jours. Sauf que la réputation et la crédibilité de Gorbatchev ne se sont jamais remises de l'affront. Dans les mois qui suivirent, les différentes républiques soviétiques ont annoncé les unes après les autres leur retrait de l'Union soviétique jusqu'à ce que soit actée le 26 décembre 91 la dissolution de l'URSS. Donc non seulement le gang des 8 a raté son coup d'état, mais en plus il a précipité la chute de l'Union soviétique. Ils ont dû s'en mordre les doigts. Mais aujourd'hui, on n'en est plus très loin. Déjà la première insurrection armée contre Poutine, une tentative de coup d'état qui n'a pas abouti. Mais personne n'est dupe, on a bien vu à quel point Poutine était inquiet. Mais est-ce que la présidence de Poutine est réellement menacée? Est-ce que les parallèles avec le putsch de 91 sont vraiment pertinents? Chapitre suivant. Les mercenaires qui visaient la Lune. Le premier défi au règne de Poutine a été lancé. C'est Prigojine, le chef et l'un des cofondateurs du groupe de mercenaires paramilitaires Wagner qui est à l'origine de l'affront. Un type qui était inconnu du grand public jusqu'à la guerre en Ukraine. Par contre, ceux qui suivent la guerre civile en Libye ou la présence militaire russe en Afrique, ça fait longtemps qu'ils sont familiers avec son œuvre. Son réseau tentaculaire et les sales besognes assurées par Wagner ont fait des miracles pour le Kremlin. Mais on suppose que Poutine voulait absolument éviter l'émergence d'une figure nationale qui lui ferait de l'ombre. C'est pour ça que durant l'été 2022, quand le général Alexander Lapin commença à gagner en popularité, il fut rapidement écarté du pouvoir par Poutine. Et pour enfoncer le clou du discrédit, Poutine se tourna alors vers Wagner qui, en plus d'être un formidable réservoir de mercenaires à travers le globe, dispose aussi d'une énorme usine à trolls pour mener des campagnes de diffamation et de propagande informationnelle. Puis, quand l'armée russe s'est retrouvée complètement enlisée sur le théâtre des opérations en Ukraine, Poutine sollicite à nouveau Wagner pour prêter main forte aux troupes russes sur place. Leurs objectifs militaires, la prise de Soledar, puis de Bakhmout, ce qu'ils ont plutôt réussi, force est de le reconnaître. Durant une année, Wagner a été le seul élément réussi de l'invasion russe. Leur succès était très limité et concentré sur la petite ville de Bakhmout. Leur tactique était barbare, même pour les mercenaires de Wagner. Mais au moins, ils sont parvenus à quelque chose. L'armée russe n'en est pas capable. Andrei Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense. Or, Poutine, qui se rêvait en maître incontesté d'une nouvelle Russie impériale, a fini par créer lui-même les conditions de sa chute avec la montée en puissance d'un seigneur de guerre victorieux, Prigojine. En début d'année, plein d'analystes, même dans les pays occidentaux, donc ennemis par procuration via l'Ukraine, voyaient en Prigojine le successeur naturel de Poutine. Grâce à l'invasion de l'Ukraine, Prigojine a court-circuité tous les prétendants au trône, qu'ils soient de l'état-major ou des puissants oligarques. Prigojine a aussi amassé des centaines de millions de dollars, sinon des milliards. Il disposait d'une armée privée et du droit de vie et de mort. Et ouais, un seigneur de guerre de plus en plus populaire, tant au sein de l'armée que de la société civile. Son ascension avait réellement démarré à l'été 2022 lorsqu'il s'était rendu dans des prisons russes pour recruter des prisonniers à qui il offrait la liberté, un pardon présidentiel en échange de 6 mois de service sur le front en Ukraine. Des dizaines de milliers d'entre eux ont préféré le risque de mourir la fleur au fusil plutôt que de continuer à pourrir dans les geôles des prisons russes. Prigojine, il était le premier à le savoir puisqu'il a lui-même passé pas mal d'années en tôle et pas comme prisonnier politique. Dans sa jeunesse, il avait été un petit délinquant. En plus, dans les heures qui ont précédé la marche de Wagner vers Moscou, Prigojine avait diffusé une vidéo dans laquelle il regrettait le sacrifice de soldats russes pour le bénéfice d'une élite corrompue et le déclenchement d'une guerre injuste et innécessaire. Entre cet exercice de sincérité publique et les cadeaux aux veuves et aux mères des soldats défunts, il n'y a pas photo, Prigojine a marqué des points de popularité. C'est
probablement ce qui lui a donné la confiance de s'attaquer frontalement au ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et au chef d'état-major des armées, le général Valery Gerasimov. C'est comme ça qu'il a acquis un certain statut d'autonomie vis-à-vis du Kremlin. Il n'était plus perçu comme son subordonné, mais comme son égal. Donc, pour résumer, en 2023, Prigojine est apparu comme un patriote, le défenseur de la nation, du soldat et de leur famille. Forcément que nul n'a osé s'en prendre à sa personne. D'ailleurs, voilà ce qu'en disait le journaliste d'opposition Mikhail Zygar en janvier 2023. 26 janvier 2023. Dans un avenir proche, M. Prigojine pourrait défier le président et M. Poutine pourrait ne plus être en mesure de s'opposer à son ancien cuistot. Mikhail Zygar, journaliste et opposant politique. Sacrée prémonition, vous trouvez pas? Après, Prigojine n'est sûrement pas le seul candidat à la succession de Poutine. Et c'est peut-être même pas le plus crédible. On pense à qui? Chapitre suivant. Qui pour succéder à Poutine? Qui pour succéder au tsar? Franchement, c'est une question pas commode. Qui aurait dit, il y a 6 mois, que Prigojine, un ami proche de Poutine, son cuistot même, allait finir par mordre la main de celui qui l'avait nourri? Franchement, même nous, on n'y aurait pas cru. Et pourtant, il y a 2 semaines, une colonne de chars fonçait vers Moscou. Mais maintenant, Prigojine est provisoirement hors jeu. Mais cet acte de défiance, il peut très bien se reproduire et venir d'un autre membre de l'entourage du président. Un militaire, un seigneur de guerre, un oligarque, un haut fonctionnaire avec des grosses ambitions. Et puis, Poutine ne cédera pas le pouvoir facilement. Il y aura des morts. Après, lui, on s'en fait pas trop pour sa sécurité. Dans le pire des cas, il sera placé en résidence surveillée dans sa méga datcha sur la mer Noire. Celle qui avait été au centre d'un scandale révélé par Alexei Navalny, le principal opposant politique à Poutine. Mais ne nous laissons pas distraire, c'est une histoire pour une autre vidéo. Si Poutine part en retraite anticipée, c'est parce que d'autres le forceront, de gré ou de force. Et quand on parle des autres, plusieurs noms nous viennent à l'esprit. Surtout qu'en mars 2024, va y avoir des élections. Elles auront beau être truquées, elles traduiront quand même les différents courants idéologiques au sein de l'appareil d'État. Poutine pourrait très bien les perdre au profit de quelqu'un qui aura réussi à concilier les opposants. Donc, si vous êtes ok, on va jouer à un petit jeu. Si Poutine parvient à rester au pouvoir jusqu'aux élections, il est fort probable qu'il ait épuisé sa crédibilité politique, que ce soit son pouvoir d'intimidation ou son capital sympathie au sein de la population civile. Et puis, même les plus nationalistes peuvent lui en vouloir d'avoir lancé une guerre qui aura révélé au monde entier la faiblesse de la Russie. L'économie vacille, la crédibilité de la Russie sur la scène internationale est très affaiblie, même aux yeux des autres régimes parias, le bilan politique de Poutine n'est franchement pas bon. Donc, il est tout à fait possible que le système trouve un remplaçant à Poutine avant que ce soit le système tout entier qui soit remplacé. Après, encore une fois, on se contente de supposer. Poutine pourrait tomber avant ou alors il pourrait nous surprendre comme il a déjà fait par le passé, genre en envahissant l'Ukraine. Il peut encore reprendre le contrôle de la situation. Mais dans tous les cas de figure, on peut essayer de lister les quelques noms de candidats à sa succession dans le cadre d'une transition douce. Déjà, il y a Nikolai Patrushev, un proche de Poutine. Une amitié qui remonte à leur passage au KGB. Aujourd'hui, Patrushev est le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération russe. En revanche, il a un gros point faible, c'est qu'il est en fait l'un des principaux artisans derrière l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Il aurait aussi joué un rôle crucial pour pousser la Russie à s'impliquer en Syrie ou à attaquer le Donbass. Son autre problème, c'est que c'est un bureaucrate. Aux yeux de la population civile, il paraîtra probablement complètement déconnecté des difficultés du quotidien. Un autre nom qui tourne beaucoup, c'est celui de Dmitri Medvedev. Il a été président de la Russie entre 2008 et 2012, mais surtout, il a été l'homme de paille de Poutine. En fait, Vlad a inversé les rôles durant 5 années seulement en devenant le premier ministre de Medvedev. Comme ça, il pouvait continuer à exercer le pouvoir. Parce que aussi puissant qu'il soit, Poutine devait quand même faire au moins semblant de respecter la constitution qui interdisait à l'époque de se représenter, la limite étant fixée à 2 mandats successifs. D'ailleurs, depuis, Poutine a modifié la constitution pour rester président jusqu'en 2036. Bref, Medvedev est donc très proche de Poutine et en plus, il a l'avantage d'être jeune. Il a 57 ans alors que Poutine en a déjà 70. Aujourd'hui, Medvedev, il est vice-président du Conseil de sécurité de Russie. En plus, par le passé, Medvedev a adopté une posture beaucoup plus conciliante avec l'Occident, ou du moins c'est ce qu'il a fait croire à Obama, Sarkozy, Merkel et le Britannique David Cameron. Mais à présent, Medvedev a 2 gros handicap. D'une part, sa réputation a été ternie par une affaire de corruption qui a été révélée par, encore une fois lui, Alexei Navalny. Un scandale qui a gravement écorné sa popularité.
Le premier ministre Dmitri Medvedev accusé de s'être secrètement enrichi. Alexei Navalny jette la lumière sur un système de privilèges et de collusions avec des oligarques. L'affaire ternit l'image du loyal premier ministre de Vladimir Poutine un an de l'élection présidentielle russe. C'est vraiment bête, étant donné qu'il a construit sa réputation sur sa lutte contre la corruption. Et puis il y a ces faux dérapages, un micro laissé ouvert opportunément qu'il a enregistré en train de dire qu'il aimerait, je cite, exécuter les fonctionnaires corrompus. C'est ballot, hein? Surtout que ces dernières années, Medvedev a sombré dans la paranoïa et a opéré un virage à 180 degrés dans son discours. Alors qu'il était connu pour ses positions modérées, aujourd'hui, il menace à tout va de recourir aux armes nucléaires. Des risques d'apocalypse nucléaire. Les menaces de Dmitri Medvedev, ancien président russe, face aux livraisons d'armes de l'Occident. Gros paradoxe étant donné qu'il avait œuvré en personne pour la signature en 2010, aux côtés de Barack Obama, de l'accord New Start pour le désarmement nucléaire. Et donc voilà une candidature pas si sérieuse que ça à la succession de Vladimir Poutine. Ensuite, si l'on prenait en compte la hiérarchie institutionnelle, on pourrait aussi envisager comme candidat potentiel à la présidence de la Russie l'actuel premier ministre Mikhail Mishustin. Le truc, c'est qu'il est ingénieur et économiste et qu'il a dirigé le service fédéral des impôts. En fait, c'est un technocrate. Il n'est pas du tout menaçant et son capital politique est nul. Donc, encore une candidature pas sérieuse. Après, il y a aussi la figure de Sergueï Kirienko. S'il y en a que ce nom fait tiquer, c'est normal, il a déjà été premier ministre en 98 sous Boris Eltsine, même s'il n'était pas resté très longtemps en poste. Il a aussi été le PDG de Rosatom, la grosse entreprise d'État pour l'énergie nucléaire. Tiens, on a fait une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, Kirienko, il est chef adjoint de l'administration présidentielle et surtout, il est l'émissaire du Kremlin dans les régions occupées d'Ukraine. Kirienko a un profil plus réformiste, plus libéral. Il a beau avoir de bons contacts avec l'Occident, il a quand même été placé sur la liste des personnalités sanctionnées par Washington pour le rôle qu'il a joué dans la guerre en Ukraine. Il est apprécié tant par les officiers supérieurs des services de renseignement que par les Siloviki, ces hauts fonctionnaires très puissants et très impliqués dans la vie politique du pays. Par contre, en plus d'être un opportuniste, c'est aussi une girouette sans véritable projet politique. Sa proximité avec Poutine est à la fois sa force, mais aussi sa faiblesse. Quand et si Poutine tombe, c'est pas dit que Kirienko parviendra à conserver son influence. Voilà, c'était 4 noms des candidats qu'on a identifiés parmi les plus sérieux à la succession de Poutine et à la présidence de la Russie. Ils sont perçus comme des partisans de l'establishment. Ils perpétueront le régime en place et le modèle de gouvernance actuel, tout en proposant une modernisation du système et peut-être une amélioration des relations avec l'Occident. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il était lui-même relativement méconnu et devait accomplir une tâche similaire. Mais c'est sa brutalité durant la deuxième guerre de Tchétchénie qui lui a permis de s'imposer. Après, tous ceux qu'on vous a cités, ce ne sont pas les seuls candidats. Il y a aussi Sergueï Sobyanin. Il est maire de Moscou depuis 2010, mais surtout, il est très populaire parce qu'il a réellement contribué à la modernisation et à la prospérité de la capitale. Sobyanin a aussi des liens très étroits avec l'industrie pétrolière russe qui remonte à sa période de gouverneur de l'oblast de Tyumen entre 2001 et 2005. Il pourra donc probablement compter sur le soutien du lobby pétrolier. On pense aussi à deux Siloviki, Alexander Portnikov, le directeur du FSB, et Sergueï Narishkin, le directeur du SVR, les renseignements extérieurs. Sinon, il y a aussi Vyacheslav Volodin, un gars qui est passé d'être un critique féroce de l'action présidentielle à un adorateur du Kremlin qui idolâtre Poutine. Il est l'actuel président de la Douma, le parlement russe, et il est davantage conscient des difficultés qui affectent les populations rurales, qui ont le sentiment tout à fait légitime d'être délaissés par le pouvoir central. Et puis, parmi les jeunes de la garde, il y a notamment deux figures. Dimitri Kovalev, 37 ans, un membre du cabinet présidentiel et un orthodoxe de la ligne dure du Kremlin. Et finalement, on vous a parlé tout à l'heure de Nikolai Patrouchev, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération russe. Et bah, son fils aîné, Dimitri Patrouchev, est l'actuel ministre de l'Agriculture et représente lui aussi une alternative. On a laissé de côté Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, parce qu'en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'il advient de lui. Est-il tombé en disgrâce? On le saura bien assez tôt. Mais s'il avait été l'homme fort, il aurait clarifié sa situation depuis longtemps au lieu d'apparaître comme une victime collatérale du putsch manqué, ballottée par les éléments. Après, c'est tout à fait possible que Poutine soit renversé d'une toute autre manière. Auquel cas, c'est un nouveau cercle de pouvoir qui serait mis en place et une purge massive prendrait place. Toutes les personnes citées précédemment seraient mises sur la touche, à moins qu'elles ne sachent tourner leur veste à temps.
Par contre, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Poutine sait qu'il est fragilisé et il va tout tenter pour consolider sa position. Mais pour y parvenir, il a besoin de deux choses. La première, c'est que la guerre en Ukraine se termine rapidement et que celle-ci ne se traduise pas par une défaite de la Russie. Pour l'heure, ça ne semble clairement pas être le cas. Et ensuite, Poutine devra lancer une purge massive dans la plus pure tradition stalinienne. D'une part, elle permettrait de neutraliser tous les éléments subversifs et de l'autre, elle renverrait l'idée d'une reprise en main décisive et brutale, ce qui viendrait reconstruire l'image d'homme fort du président Poutine. C'est à peu de choses près ce qu'avait fait en 93 le prédécesseur de Vladimir Poutine, Boris Eltsine, quand le pays était au bord de la guerre civile. En fait, en septembre 93, Eltsine était en grande difficulté. Son gouvernement ne servait à rien et aucun des grands objectifs du Kremlin n'avait été atteint. Pire, le Congrès avait même invalidé quelques mois plus tôt le projet de réforme constitutionnelle, une véritable humiliation pour Eltsine et sa clique. Pour redonner un coup de défibrillateur à sa présidence, Eltsine ordonne la dissolution du Parlement qui était constitué du Congrès des députés du peuple et du Soviet suprême, hérité du régime soviétique. À la place, il installe la Douma. Sauf que la Constitution ne prévoyait pas de procédure de dissolution du Parlement par le président. La mesure, elle était bien prévue par la réforme proposée par Eltsine, mais celle-ci avait été rejetée. Du coup, le Parlement dénonce une tentative de coup d'État, annonce la destitution d'Eltsine et nomme un président intérimaire, le vice-président Alexander Rutskoy. S'en est suivi une mini-guerre civile qui a duré 10 jours. Se sont affrontés dans les rues de Moscou les forces armées sous le commandement du président putschiste Boris Eltsine et des milices nationalistes et communistes qui défendaient le Parlement. Les députés du Parlement russe se sont retranchés dans ce que l'on appelle la Maison Blanche, à savoir le siège du gouvernement. Et malgré l'importance de la symbolique du lieu, Eltsine ordonne le bombardement de l'édifice jusqu'à ce que les députés finissent par évacuer le bâtiment. Eltsine l'avait emporté. Il peut enfin réformer la Constitution avec le soutien partiel de l'opinion publique, très divisée sur la question. Au total, la crise constitutionnelle a provoqué la mort d'environ 1500 personnes, d'après la fourchette haute des estimations. Mais si on regarde bien, on peut identifier quelques points de similitude. Déjà, la méthodologie employée par Poutine pour garantir la pérennité de son mandat. Si Poutine veut rester au pouvoir, il va devoir écraser toute déviance politique, même au sein de l'appareil d'État, et montrer que c'est bien lui le patron. La vraie question, c'est de savoir s'il en sera vraiment capable. L'actualité de ces dernières semaines suggère que sa position n'est plus du tout aussi dominante qu'elle ne l'était auparavant. Le simple fait qu'il n'a pas oblitéré la rébellion de Wagner en est la preuve formelle. Et ça, ils sont très, mais alors très nombreux à s'en être rendus compte en Russie. 26 juin 2023. Aujourd'hui, j'ai entendu la déclaration de Prigojine. Il s'agit essentiellement d'un appel à poursuivre la rébellion et d'une tentative de se présenter comme un chevalier blanc et serein. Je suis choqué et indigné par le fait que les traîtres et rebelles restent libres et puissent poursuivre ses activités anti-étatiques. Il continue d'œuvrer pour les ennemis de Poutine et pour la défaite de la Russie dans cette guerre. Viktor Imantovich Aksins, ancien membre du Soviet suprême et ancien député de la Douma. Il a intérêt à se dépêcher parce que plus les jours passent, plus l'Ukraine reprend des territoires et fortifie sa contre-attaque, fragilisant d'autant la position du président russe. D'ailleurs, l'armée russe aussi s'agace de ces disputes de palais parce que ce sont des soldats qui paient de leur vie. Donc, si Poutine n'est pas parvenu à dézinguer la progression de la colonne de chars de Wagner vers Moscou, c'est pas dit qu'il parvienne à purger le régime ou l'armée elle-même. Et puis, finalement, on vous avait mentionné cette hypothèse plus tôt, on ne peut pas écarter que ce soit le système entier qui s'écroule. À partir de ce moment-là, les opposants politiques à Poutine de la première heure pourraient devenir les favoris pour prendre la suite. Et parmi eux, comment ne pas mentionner Alexei Navalny qui a survécu à une tentative d'empoisonnement par le régime, puis a été emprisonné et torturé. Il y a aussi Ilya Yachine, Vladimir Karamurza, Evgeny Roisman et des centaines d'autres prêts à reprendre le flambeau. Voilà, c'est tout de notre côté. Maintenant, à ton tour, à ton avis, est-ce que Poutine parviendra à se maintenir au pouvoir? Ou assiste-t-on à une réédition du coup manqué de 91, de celui de 93 et au baroud d'honneur de Poutine? Je te laisse lancer le débat dans les commentaires. Lâche un like, partage et à très vite pour plus d'actu internationales. Spasiba et Paka.